C'est votre tour maintenant. Nous avons des micros. Nous avons des micros qui vont passer un peu partout. Oui. Alors, à droite ici, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur Pat Cox. J'ai apprécié beaucoup et j'ai appris quelque chose aussi. Je m'appelle Otto Lampe, je suis l'ambassadeur de la nation indispensable. J'ai appris beaucoup sur mon pays aujourd'hui et j'ai écouté quelque chose que je peux dire franchement que je n'ai pas beaucoup. Mon français, je m'excuse, est très faible. Pour ça, j'ai écrit ici quelques mots que j'aimerais présenter ici à cette audience parce que vous avez eu la gentillesse de dédier plus que 50% de votre exposition à l'Allemagne. Et j'aimerais dire que la marge de manœuvre fiscale pour l'investissement public en Allemagne n'existe pas du tout sans augmenter encore une fois le niveau de dette à coût des générations futures. À mon avis, comme Allemand qui est né en 1951, j'ai reçu ma formation socio-politique comme dans un cadre de l'espérance par des États-Unis européens. Et moi, personnellement, j'aimerais beaucoup dans ma vie, je pourrais voir réaliser ce projet. Mais pour le moment, ça n'existe pas. Et dans le moment, il n'existe ni l'union fiscale, ni l'union économique. Et même s'il y avait une telle union économique, fiscale, un programme de stimulation conjoncturelle, keynésienne, limité seulement à l'infrastructure allemande, ne résoudrait pas du tout les problèmes structurels graves que quelques-uns de nos partenaires sont malheureusement confrontés. Et aussi, j'aimerais souligner ici que j'ai manqué quelques mots de votre part sur le titre de cette conférence, la dimension politique. Et je crois que la dimension politique et la dimension de paix est la dimension plus importante en Europe. Et pour cette raison, j'admets que comme en condition de citoyen allemand, que jamais accepterai de ser ambassadeur d'un pouvoir hégémonique. Merci. Bon. Je voudrais dire quelque chose en ce qui concerne cette politique, marge de manœuvre, tout cela. Bon. On peut avoir un débat, mais le FMI, plus récemment, bon, on peut faire cela, et la Commission européenne ont montré qu'il y a des marges de manœuvre modestes mais réelles. C'est-à-dire environ 0,5%, donc 0,5% du PIB national. Il s'agit de quoi? De 13 à 14 milliards d'euros par an. Le DIW a dit la même chose. Le BDA est aussi d'accord avec cela. Donc tout cela que j'ai cité, c'est seulement une synthèse de mon part. Je ne suis pas le créancier de cette idée financière. C'est les institutions, c'est les partenaires. Et cette idée de la politique, permettez-moi de dire un peu que je pense que de parler de la chute de confiance dans les institutions européennes et nationales, mais surtout dans les pays de la périphérie, est quelque chose de très réel et de très politique. Et à mon avis, nous avons un système maintenant qu'il faut trouver un espace qui n'est pas dans le débat seulement à sens unique. Il faut créer l'Europe sur un chemin avec chaque sens ouvert aux idées. Et à mon avis, si on ne fait pas quelque chose d'urgence dans le cas macroéconomique en Europe, on court le risque, on ajoute à le risque d'une stagnation de longue durée. Ça va faire des choux gros pour des sceptiques. Est-ce que le centre politique européen
doivent donner ce cadeau à ceux qui sont exactement contraires à tout ce que nous croyons. Et à mon avis, bon, vous pouvez contester, je cite seulement, ça sera publié, on peut le contester, mais ce n'est pas moi. C'est les données de FMI, c'est le rapport annuel du semestre de l'Union européenne. Est-ce que c'est la règle que le petit doit suivre les règles du semestre, mais que le grand peut dire, bon, ce n'est pas acceptable, je reste un peu sceptique sur ce plan-là. À mon avis, il faut que tout le monde joue par leurs règles, y inclut, modeste, quoi que soit-il, qu'il y a des marges de manœuvre. Et vous avez raison. Est-ce que ce relancement d'investissement public en Allemagne, par exemple, pour l'infrastructure, va changer totalement la situation? Non. Parce que je n'ai pas cité, mais c'est bien évident. Si on trouve les liens commerciaux, les imports, les exports entre les pays européens, c'est bien évident que ça ne changera pas tous. Mais ça va ajouter dans le sens qu'il faut. Et Juncker a identifié le manque d'investissement, pas seulement au niveau national, mais au niveau européen. Donc c'est une question. Et à mon avis, je veux dire seulement une chose. On peut dire non, enfin, ce n'est pas possible, on l'a dit. Ça, c'est classiquement la position prise jusqu'à présent. À mon avis, si vous avez le non pour quoi que ce soit qui puisse ajouter un relance et le oui pour le rigueur, et je suis d'accord avec vous, sur ce plan, je suis allemand, mais rigueur, oui, rigidité, non. Merci, Monsieur le Président. Vous inaugurez bien votre présidence et je me réjouis de vous lire, car votre discours a été plein de données, plein d'allusions économiques, financières, quelque peu difficiles à suivre parfois. Dois-je vous dire que je pense que l'essentiel nous manque, c'est-à-dire c'est le problème de l'union politique. Je donne quelques exemples. En histoire, on ne connaît pas de monnaie qui a survécu sans un pouvoir politique. Au contraire, chaque État, quand il s'est créé, a créé la monnaie, que ce soit les uns et les autres. Et les péréquations, tout ce qui en découle est là, le politique est global. Or, l'économie qui pratique une politique sectorielle n'est pas suffisante, elle ne prend pas en compte la misère que l'on a créée en Grèce et dans d'autres pays, avec notre austérité. Je pense que les politiques sont jugées par les effets, par les résultats. Or, je constate que la Grèce a été appauvrie de 12% à 25 à 30% de pauvreté en Grèce. Des collègues qui sont dans les poubelles pour chercher à manger. C'est un désastre que nous avons. Ce n'est plus l'Europe que nous bâtissons. Et si nous voulons faire quelque chose, il faut se rendre compte que la zone euro est un instrument intergouvernemental total, qu'elle ne peut pas fonctionner de cette façon. Que, au contraire, ce que Jean Monnet a inventé, c'est la méthode communautaire, et nous sommes loin dans le noyau qui est supposé être le pionnier de l'avenir politique de l'Europe. Nous sommes dans l'intergouvernemental, presque dans le 19e siècle, de ce point de vue. Alors, il faut qu'on se décide. Deuxième aspect, vous n'avez pas mentionné quand même les problèmes extérieurs, à savoir notre politique, par exemple, à l'égard de la Russie. C'est bien, on est d'accord que M. Poutine est un homme difficile, probablement. Nous avons constaté. Mais n'empêche que, si je regarde de plus près, précisément les données économiques, sociales, je constate qu'il y a une solidarité de fait, comme disait Jean Monnet, entre nous et la Russie et toute cette région. Or, en isolant la Russie, comme nous l'avons fait dès le début, dès 2008, par
le partenariat oriental et d'autres mesures. Et la première mesure prise de la crise avec la Russie, c'était de l'exclure des 8. Or, c'est à ce moment-là, quand il y a le début de crise, qu'il faut engager le dialogue avec le partenaire ou l'adversaire. C'est là. Nous l'avons fait avec l'Union soviétique, on refuse presque avec l'Union européenne. Il ne suffit pas de parler de nos droits, etc. Nous sommes en train, par les mesures prises, de détruire nos démocraties en Europe. Et vous l'avez mentionné, les mouvements anti-européens, le mouvement populiste, la France, regardez, que ce soit la France, que ce soit ailleurs, en Espagne et ailleurs, nous n'avons plus l'élan européen. Et nous ne pouvons pas compter sur la jeunesse. Pourquoi? Parce que nous n'avons jamais donné une éducation européenne à nos jeunes. Ils n'ont connu que l'histoire nationale de chaque pays. On s'est limité à une vision nationale. Je regrette de dire que la seule façon, avec les menaces qui nous pèsent, que ce soit l'État soi-disant islamiste ou que ce soit d'autres menaces qui sont là, présentes, s'il n'y a pas une véritable solidarité, eh bien, toutes ces mesures, que ce soit une union bancaire, quel que soit le respect qu'on a pu savoir pour les banques, que ce soit la fiscalité, etc., ça ne peut pas donner de résultats. Nous sommes en pleine dépression dans une grande partie de l'Europe qui nous menace parce qu'il y a des gens qui se projettent avec des projets antidémocratiques. Je ne vais pas continuer. Après le discours que nous avons entendu, je crois que c'est juste un résumé, mais je vous enverrai mes écrits là-dessus. Merci. Je vous remercie pour vos remarques. En ce qui concerne la Russie et tout ce qui concerne cette problématique Ukraine et l'Europe de l'Est, on va avoir en automne, je pense, une réflexion sur les thèmes. Donc, on peut revenir sur cette question. Vous avez raison. Le noyau pionnier du système doit être la zone euro. Les problèmes les plus difficiles de la politique nationale sont plutôt, mais pas exclusivement, dans la zone euro. Le cadeau qu'on donne aux sceptiques et aux autres est la continuité un peu sans cesse de stagnation pour une grande partie. Ce n'est pas hors de la possibilité des dirigeants, même avec toutes les précautions qu'il faut, de trouver un instrument politique qui puisse s'insérer dans un système vers plus d'investissement. Et en ce qui concerne le futur, la génération de demain, si les choix d'investir, et j'insiste, pas pour assouplir sans règle, si les choix d'investissement ajoutent à la capacité productive des économies, c'est un cadeau non seulement pour le centre de notre politique, mais pour la génération de demain, avec un retour économique positif. Et croyez-moi, je sais bien, le Bundesverkehr Wegesplan et tout ce qui concerne cela cette année va publier des listes énormes avec cost-benefit analysis qui puissent justifier, selon les règles du jeu interne en allemand, que c'est faisable si on peut trouver les marges ou utiliser les marges de manœuvre qui sont disponibles. Mais le noyau dur que vous avez parlé, piétonnier, c'est quoi? Piétonnier. Voilà. Ce noyau a besoin maintenant un peu de cette réalité complexe, dans les deux sens de la complexité. Rigueur, oui, comme j'ai déjà dit, rigidité, non.
Et il faut trouver un équilibre. Et à mon avis, ce n'est pas impossible, mais c'est très urgent. Parce que dans les mois qui viennent, le débat ne cessera pas dans les rues, à la télévision, sur les médias, et l'Europe, qui a la moitié de la dette dans la zone euro, en comparaison avec Royaume-Uni, Canada, États-Unis, même plus, a doublé le nombre des chômeurs. Parce que notre chaînon manquant, c'est un instrument pour absorber un peu plus des chocs. Parce que sinon, quoi faire? Avec quels résultats politiques? Sans parlant encore des résultats économiques. Ici. Qu'en est-il d'un possible grand marché transatlantique dans l'avenir de l'Europe? Un des grands atouts de Jean Monnet était sa capacité de regarder des problèmes dans le sens le plus large. Monnet était peut-être le premier transatlanticiste de poids de l'Europe, et c'est grâce à Monnet qu'on a fait beaucoup, non seulement nous-mêmes les Européens, mais toujours avec un engagement ouvert pour des liens transatlantiques. Je ne voudrais pas entrer dans les détails de TTIP parce qu'il y a un grand débat, mais nettement, je pense qu'économiquement, ça puisse ajouter à la capacité de la croissance européenne, nettement. Il y a beaucoup de choses en détail discutées, mais on ne peut pas, c'est indiscutable que nettement, ça sera positif, gagne-gagne, au point de vue de la croissance. Et donc, nettement, nous avons un intérêt partagé de le faire, avec tous les détails que j'ai suivis dès le début, qui sont tellement complexes, mais nettement, c'est positif, à mon avis. Madame. Je voudrais dire un mot sur le rôle majeur de l'Allemagne dans les institutions. C'est une réalité incontournable. C'était prévu qu'après la réunification, l'Allemagne aurait retrouvé, grâce à sa position, aux capacités de son peuple, à son dynamisme, cette position. Si l'Allemagne n'avait pas été partagée, le processus d'intégration européenne dans l'après-guerre n'aurait pas commencé dans ces conditions. Mais pour jouer ce rôle, il faut que l'Allemagne, que ses dirigeants, comprennent que l'Union européenne est une mosaïque de peuples qui ont des sensibilités différentes, qui ont des mentalités différentes. Et alors là, je reviens à votre concept de pas de rigidité. Pas de rigidité, à mon avis, signifie qu'il faut tenir compte des préférences du peuple européen, c'est-à-dire de la moyenne des orientations du peuple européen. Ce n'est pas facile. Mais il faut que le chancelier allemand, s'il veut vraiment jouer un rôle unificateur en Europe, agisse comme a agi Adenauer dans l'après-guerre. Le parcours européen n'était pas partagé ni dans le pays, ni dans le gouvernement d'Adenauer, mais il a eu la capacité de l'imposer à ses dirigeants. Et c'est ce qui a créé l'Union européenne. Merci. Merci. Ici, premièrement, je vais prendre quelques commentaires parce que je regarde le chef ici qui indique que le temps, tempus fugit. Hein? Oui, Monsieur le Président, un grand merci pour ce discours très très riche qui suscite une myriade de questions. Moi, je vais revenir sur le titre de votre conférence. Je crois que vous avez eu raison tout d'abord de rappeler le rôle et la place de l'Allemagne, son histoire. Il est toujours bon de connaître son passé pour comprendre le présent. Et vous avez noté que ce que demande l'Allemagne aujourd'hui est basé sur sa propre expérience, ce qui explique peut-être l'insistance sur les réformes structurelles qui sont demandées aux autres pays. Mais il faut aussi se souvenir que ce qui a été réalisé, et le peuple allemand a été très courageux,
d'accepter un grand nombre de réformes structurelles, mais ça s'est passé avant 2008. Et depuis, il y a eu une crise économique, c'est la première partie de votre titre. Et donc, moi, je voudrais venir à la deuxième partie, et c'est, je crois, ce qui était demandé aussi par les autres intervenants, à savoir que aujourd'hui, il y a une certaine rigidité. Vous avez raison de dire que les peuples européens peuvent accepter le sérieux budgétaire, la rigueur peut-être, mais que la rigidité est repoussée. De même qu'il y a un manque de vision à long terme, où bien sûr les politiques essayent de répondre aux opinions publiques qui sont volatiles, dont les demandes et les attentes peuvent changer. Et il y a aussi cette impression que ce qui est demandé vient de l'extérieur, vient de Bruxelles, peut-être de Berlin aussi, et n'est pas finalement, n'émane pas de la volonté des peuples à se réformer. Alors, est-ce que vous ne croyez pas que, eh bien, aujourd'hui, s'il y a eu une crise économique en 2008, eh bien, nous avançons lentement, mais sûrement, vers une crise politique, avec une abstention de plus en plus importante, qui est l'expression du désamour envers les politiques, et puis aussi, surtout, l'arrivée au pouvoir de partis anti-européens qui peuvent remettre en cause, finalement, tout ce qui a été réalisé. Quelqu'un a utilisé le mot d'antidémocratique, et je crois que cela va jusque-là. Donc, sommes-nous juste aujourd'hui près d'une grave crise politique? Alors, premièrement, vous avez raison à rappeler, je l'ai dit, les Allemands tout seuls, par leurs contribuables, ont contribué les 2 000 milliards pour la réforme dans l'Allemagne de l'Est, incroyable. Ils ont fait les réformes Hartz, indispensables et très difficiles. Et donc, de leurs propres expériences, vous avez raison, et je l'ai dit, que c'est quelque chose qui entre dans le débat parce que c'est une expérience vécue par eux-mêmes. Mais le type de problème que nous avons aujourd'hui, bien identifié par Juncker et son note analytique, est qu'on a perdu beaucoup de la capacité d'investissement en Europe. Et c'est l'investissement qui crée l'économie de demain. Donc, il y a les deux effets. Les problèmes aujourd'hui, mais le ralentissement de la capacité d'ajouter à la capacité productive et de la croissance de demain. Ce que je cherche, ce n'est pas les Allemands, les Français, c'est de trouver le paquet des équilibres entre les États membres et aussi les institutions pour créer quelque chose d'un ampleur limité mais réel, monétiste, limité mais réel, qui puisse changer quelque chose. S'il faut rester, puisqu'une stagnation règne un peu sans cesse, et j'espère que c'est non, à la japonaise, croyez-moi que la dernière intervention s'imposera. C'est-à-dire que ceux qui sont les sceptiques vont de plus en plus gagner du poids politique. Pour moi, un peu, pour exprimer cela d'une manière claire, il y a deux types de souveraineté. Ceux disant de Madame Le Pen ou des autres, un peu absolutistes, le type du XVIe siècle, d'avoir le droit de déclencher la guerre, de ramasser le trésor pour le monarque, de faire tout cela. Donc c'est très classique. Mais Monnet nous a amené vers quelque chose d'autre, qui est l'idée, à mon avis, d'une souveraineté normative, c'est-à-dire en partageant une partie de la souveraineté, on ajoute à la capacité d'être plus efficace en livrant des choses que souhaite la public. Et donc le débat en France a capturé un peu les deux souverainetés. Ceux avec leur nostalgie pour quelque chose, à mon avis, qui n'est pas pour aujourd'hui ni pour demain, mais c'est là sur la scène politique, et ceux, les Européens,
qui pensent, les monétistes qui doivent penser que la souveraineté normative, avec cette efficacité de résultat, est quelque chose de marquant pour dire, mais pour aussi montrer. Monet l'a dit, les mots n'y suffisent pas. Il faut montrer, il faut livrer les résultats, et c'est possible. Nous avons, dans notre totalité dans la zone euro, la moitié de la dette des autres, mais beaucoup plus des autres problèmes. Et évidemment, c'est très différencié. Et j'accepte que c'est une réalité, mais si on ne fait pas quelque chose, on court beaucoup de risques, surtout politiques et surtout pour la politique européenne. Donc aujourd'hui, nous sommes en face d'une manière, à mon avis, assez urgente, de quitter un moment, de poser des questions, de proposer des solutions avec une confiance. Pas de timidité, quand même réelle et limitée, les mots de Monet, des petits pas mais appropriés, pour faire face à la stagnation et pour donner et livrer un message positif d'espoir. Je l'ai dit et je le répétais, si la jeunesse, surtout au sud de l'Europe, mais pas seulement, perd l'espoir en Europe, c'est l'Europe qui va perdre. Je suis un croyant en Europe, d'où vient cette idée qu'il faut adresser la partie de la chaîne qui est manquante. Et pour moi, c'est l'amortisseur de stabilisation. Et il y a pas mal de modèles qui puissent être limités, constitutionnalisés, réglés et surveillés. Mais on ne peut pas avoir un système de surveiller les déséquilibres macroéconomiques de 11 types en laissant totalement à côté, sans limite, des indicateurs sociaux. Est-ce qu'il y a un excès dans des résultats sociaux qui est par les limites, hors les limites? Aujourd'hui, ça n'existe pas. Budgétaire, oui. Créancier, crédit, oui. Crédit des foyers, oui. C'est tout un paquet, 11 choses, rien du tout de social. Pourquoi? Ça ne compte pas? Mais attends, si on voudrait frapper à la porte, nous faisons là en Irlande, on faisait la politique, on demande leur vote, il faut être réel. Quel est le raison? Pour nous, ça marche. On a tourné un peu, mais notre politique reste très bouleversée parce que l'opinion publique a dépassé ses limites de l'acceptabilité un peu des changements. Donc, nous avons la possibilité. Il faut la confiance. Il faut laisser hors de la porte la timidité qui a marqué le débat. Si le centre ne sauvegarde le centre va perdre. Ça, c'est mon avis, et c'est la raison pour laquelle il faut agir d'une manière urgente. Alors, j'ai beaucoup dépassé le temps de parole et puis le temps prévu pour les questions-réponses. Je vous invite à prendre un verre et puis je vous remercie. Vous êtes avec moi, je suis avec vous pour quelques années. Je vous promets la prochaine fois de limiter mon temps de parole. Cette fois-ci, j'ai écrit plutôt un article qui est beaucoup plus long et j'ai eu un problème de le rédiger pour ce soir. Mais cela dit, je vous dire que je suis avec vous dans cette fondation, avec vous dans ce canton, avec cette université pour faire valoir ce lieu de mémoire et pour valoir ses capacités pour l'Europe en que je crois et vous croyez. Allons-y.